génial. Tout un programme. C'était censé être le programme de ce fameux Jésus. Mais bon, on dirait que bon, avec les circonstances, tout le monde a un peu besoin d'aide. Hein. Parmi les prophètes, là, je pense que c'est pas pour rien qu'à un moment donné, il y a une espèce de nuage qui s'entoure autour de ce fameux personnage là, et puis qu'on voit apparaître un Élie, un Moïse, autour d'un Jésus, mais on sait toujours pas qu'est-ce qui s'est passé en fait. Bon ben voilà. Dissociation, faut qu'on y arrive, hein. On y vient. Donc rapidement, hein. Le sujet en plus il est ancien et par rapport à mon peuple qui, un, par rapport à leurs ancêtres est concerné sur le sujet, et moi-même étant inclus dans ce peuple, quand j'ai fait le travail, je me suis senti quand même, d'un point de vue concerné, hein, blessé par les faits, en toute connaissance de l'esprit de paix, comme il est dit, hein. Esprit de paix qui avait été répandu sur l'Égypte et qui a été brisé par les Hittites et leurs manœuvres, à leur insu, par certains membres qui étaient inclus dans leur tribu et qu'ils ont fait ces manigances. Donc on va revoir ça parce que ça avait déjà été vu en Égypte à cette époque-là. Et le personnage qui en témoigne s'appelle Horem-Heb. Donc Horem-Heb est notre personnage principal qui va témoigner à la fin de tout l'exposé que je vais faire ici aujourd'hui des faits anciens. Donc c'est une sorte de remise update, voilà, remise à jour. Parce que beaucoup trop de choses se passent aujourd'hui dans le monde en ce qui concerne le sujet de l'Égypte. Et lorsqu'on touche à la période amarnienne, là, il y a beaucoup de mensonges. Il y a beaucoup de mensonges qui sont dits parce que les hommes veulent aller vite dans leurs conclusions face à leur découverte. Et comme on est encore dans un esprit de jeunesse pour cette génération-là qui domine, cet esprit de jeunesse, toujours à la recherche de la conquête du pouvoir, hein, et des honneurs, ces choses-là, là, qui font que ça vous empoisonne et vous n'arrivez pas à comprendre réellement qu'est-ce qui se passe de l'autre côté chez un autre peuple. Voilà. Bon, il y a des siècles qui séparent l'histoire et la découverte des tombeaux, des sarcophages, etc. Et la période avec Toutankhamon, elle vous embrouille, j'ai l'impression. Pour le peuple, pour mon peuple, pour tous les peuples du monde, qu'on puisse comprendre réellement qu'est-ce qui s'est passé. C'est une époque qui a été bannie par les Égyptiens eux-mêmes, par le peuple de Tamérie. Nos ancêtres, à nous, pour ceux qui savent d'où je viens, ont été, en conclusion hein, de tout ce qui s'est passé à cette époque, ont été obligés de se sentir forcés de bannir tout ce qui s'est passé à cette époque-là parce qu'il y a eu l'introduction du mensonge, il y a eu des tentatives d'invasion du pays, il y a eu beaucoup de choses. Donc on va résumer tout ça. Là on a une ligne rapide, c'est un peu flou, pardon, excusez-moi, j'ai pas mieux que ça, mais on va le détailler de toute manière, d'une manière bien propre, hormis le titre qui est exposé ici. Donc, deuxième image. Deuxième image, 2500 ans avant Jésus-Christ. Groupe indo-européen établi en terre d'Anatolie. 1900 avant Jésus-Christ, les Hittites prennent possession du Hatti, le Hatti. Donc on peut voir, il y a la Mitanni sur la carte. Le Hatti, il est dans la région un tout petit peu plus haut. L'époque qui est ici décrite est celle d'Amenhotep II en 1425 à 1401. Donc les informations, les premières qui sont données en ce qui concerne les Hittites et leur première apparition dans la région, on te dit c'est un groupe indo-européen établi en terre d'Anatolie. Puis, tu imagines bien, en se multipliant, le peuple commence à arriver sur la frontière d'autres peuples, hein, donc le peuple du Hatti, le Hatti, déjà existant sur place, en relation avec le peuple de Canaan, Israël, en relation avec, on n'y était pas encore là, à Israël, hein, Canaan, hein, en relation avec Canaan, en relation avec l'Égypte. C'est comme si c'est un seul et même territoire. Voilà, donc on continue. Au niveau du temps historique des manœuvres qui ont été effectuées, on comprend déjà que le peuple Hyksos est un peuple qui n'hésite pas à manger les villes
Et cela par la guerre, par des manœuvres voilà, très barbares. Donc en 1595 avant Jésus-Christ, Mursilis Ier prend possession du nord de la Syrie et de Babylone. On verra à un moment donné que c'est une famille qui vient de Babylone, Mursilis, de la région de la Mésopotamie, si on doit être beaucoup plus exact, puisque ici on a une description qu'il prend possession du nord de la Syrie et de Babylone. Donc on disait 1595, ici on a une fresque à partir de la description du roi Ahmosis Ier, triomphant des Hyksos. Donc la fresque avec la flèche qui est donnée sur la droite nous dit que 1500, boum, alors dans l'ordre, c'est-à-dire dans l'ordre du temps, même si ça donne à l'envers, c'est le Moyen Empire, instabilité politique, de 1800 jusqu'à 1700. Ensuite, de 1700 jusqu'à 1600, période obscure, royaume thébain plus domination Hyksos. Donc, la période obscure, en 1700 jusqu'à 1600, est une période où, aujourd'hui, on veut nous faire comprendre que dans l'historicité connue de l'Égypte, voilà, c'est obscur. Ils n'ont pas plus d'informations que ça. Mais en ce qui concerne 1600 à 1500, domination Hyksos plus royaume thébain. La période obscure, elle peut être tout aussi une période de paix avec les Hyksos et les Égyptiens qu'une période de manigance comme une période de paix, de guerre. Ça dépend de sur qui ou quoi, quel roi on va se pencher, par exemple, en Égypte ou chez les Hittites, sur cette période pour comprendre les relations qu'il y avait ou les tensions dans les régions. Voilà, je ne vais pas m'extrapoler dessus, mais c'est un travail qui peut être fait et on peut comprendre cela comme ça. Donc toute cette période-là, domination Hyksos plus royaume thébain, là, 1500 à 1600, là, 1600 à moins 1500 avant Jésus-Christ, c'est dans la région d'Avaris que ça va se produire, donc au niveau du delta. Ah ouais, à l'embouchure où il y a le Nil, ouais. Donc on sait que pour les Égyptiens, c'est une zone importante, hein, en particulier pour tous ceux qui sont de la région de Goshen, en lien avec Canaan, etc. La zone ici, où il y a les papyrus, etc., a une connotation liée à la maternité. Hein. Ta Mary, c'est la terre bien-aimée, donc elle est liée à Isis. C'est une terre qui est liée à Isis, effectivement. Donc attaquer cette terre, c'est attaquer Isis dans un certain sens spirituel pour les Égyptiens. C'est pas possible, ça fait partie de leur territoire, ça fait partie de chez eux. Les étrangers ne peuvent pas s'installer et de force encore moins. Quoi. Donc qu'est-ce qui va se passer? Il y aura des tensions. On continue. 1525 avant Jésus-Christ, Télipimus devient roi. Donc on est là sur le nom d'un roi, toujours du côté des Hittites, les Hyksos là. Voilà. 1380 avant Jésus-Christ, Suppiluliuma ou Suppiluliumas devient roi. La période appelée l'Empire hittite commence. Voilà, donc 1380, c'est une zone de temps qui va nous amener à étudier un peu plus au sérieux comment et quoi, qu'est-ce qui s'est passé, puisque on nous parle d'empire hittite, donc d'une tentative de reconnaître qu'il y a eu un empire, donc une sorte de domination, voilà, sur un autre peuple. Non pas qui s'est développé dans la paix sur leurs propres ressources, mais sur les ressources des autres, puisque ça a commencé par des invasions et on mange les villes et les cités des autres. Voilà, donc les territoires. Donc en 1274,
avant Jésus-Christ, bataille de Kadesh. Mais ça correspond à la période Ramsès II. On n'y est pas encore. Même pas, je crois que c'est Séti premier. Mais même, ce que je veux dire, c'est que c'est l'avenir pour Horem. C'est devant lui, c'est même pas encore arrivé. Là, on va s'arrêter à la période 1380 et 1300, quoi. Tu vois, entre cette période-là où il y a eu toutes ces histoires avec, soi-disant, Toutankhamon, etc. Donc on y va. On va aller examiner toutes ces histoires d'une manière un peu plus interne que externe, comme les médias mainstream aiment bien le faire, mais d'une manière à comprendre le cœur de l'Égypte. Voilà. C'est-à-dire humaine, d'une manière humaine. On arrête le cirque là où on présente les trésors, l'or qui brille, etc. Là, non, on n'est pas là-dessus là. Ah là, on est sur quelque chose de sérieux. On va examiner les hommes, leurs pensées, et qu'est-ce qui s'est passé en cette période et qu'est-ce qu'ils ont témoigné. C'est parti. La période visée se trouve ici, 1323-1295. Le général Horem-Heb en fonction sous Ankhenselamon, princesse d'Égypte, vouée au mariage avec Nakhmine. C'est simple. On est sur une période royale. Donc il y a une histoire de vouloir conserver le sang dit royal. Mais en Égypte, le sang royal est un sang qui provient de l'analyse depuis les temps anciens des lignées maternelles et paternelles de ceux qui appartiennent à la royauté qui a été inscrite depuis qu'elle existe, depuis celui qu'on appelle Narmer, depuis le Nyanomo. Donc, maintenant, quand on sait ça, on comprend que pourquoi, à cette époque, il y avait des sortes de mariages, si on peut dire entre parenthèses, forcés. Forcés par ces gens qui pensaient faire bien de cette manière. Or, ça pouvait créer des tensions. Logique. Les êtres humains restent des êtres humains. On ne peut pas forcer des gens à faire ce qu'ils ne veulent pas faire. Exactement. Donc, là, pour le coup, quand on parle d'enfants, c'est encore pire. C'est une erreur, effectivement, qu'il ne fallait pas faire. C'est-à-dire faire sortir l'origine de l'interprétation des codes royaux pour les appliquer directement à tous les membres de la famille. C'était pas ça, en fait, l'histoire. Les gens ont mal compris. Il fallait que ça reste dans la capacité de reconnaître celui qui est à l'origine toujours le même. Il y avait comment dit-on, des instructions qui étaient données par rapport au contexte des fêtes liées à Osiris, par rapport à son personnage, son ancestralité, etc. On cherchait à faire comprendre que il y a une unicité, il est unique dans une certaine mesure, bien que les hommes partagent aussi certains attraits qui lui sont donnés en tant qu'être vivant, en tant qu'être humain. Mais c'est lui qui apporte une connaissance qui est liée à toutes ces choses. Donc, on ne peut pas non plus reconnaître quelqu'un d'autre à sa place. C'est pas possible. Et ça marche aussi de cette manière pour celle qui est représentée comme étant Hathor ou Isis, etc. C'est la même, quoi. Ça sera toujours, comment dit-on, une histoire de Avatar. C'est un personnage qui représente l'essence de celui qui a donné les informations, celui qui a donné les informations liées à ce personnage. Donc l'histoire, la trame et les informations, les connaissances qui sont données avec cette trame, cette histoire et son déroulement. Le sujet est censé être la résurrection, donc on parle de temps défini et on demande une observation logique par rapport à ces temps qui sont divisés en trois. On a dit c'est 3 jours, mais c'est aussi 3 phases. 3 phases du corps qu'il faut comprendre dans ces 3 états liés à cet univers dans lequel on vit, parce qu'on n'est pas dissocié de l'univers. Si on dit que Ozaré a un corps céleste, on parle de celui qui est dans la représentation de sa constellation. Si on dit qu'il a un corps terrestre, on va parler dans sa représentation liée au terrestre, donc à une plante. Et on parlera d'arbre de vie. Si on dit ensuite qu'il est au niveau humain,
lié au niveau aussi à l'homme, à l'esprit de l'homme qui est vivant, qui est actif. Ah bah là, on va parler donc de l'homme en question, tout simplement. On va parler de sa partie physique. Voilà. La partie physique, celle qui est visible. Parce que si on ne connaît pas la partie visible, on pense toujours que c'est un personnage et qu'il est fictif. Or, les 3 temps qui nous ont été donnés sont là pour nous indiquer qu'il y a une partie visible. Et comme c'est déjà quelque chose qui a déjà été fait, cette manifestation dans les temps anciens, il y a donc des cultes qui ont été introduits afin que non seulement il y ait reconnaissance de ce personnage, de cette personne, mais aussi une connaissance générale qui avance avec les générations dans leur présentation au moment du retour de cette personne. Comme ça, on est informé et on comprend dans le déroulement des connaissances données par les prêtres que le temps dans lequel on vit, avec les jubilés, hein, les apparitions de cette personne, boum, on a avancé dans le temps et bon ben voilà, il y a une certaine joie à comprendre qu'on reste dans la vérité et dans l'épreuve de ce qu'on a foi, de ce en quoi on a foi. Et qu'ensuite qui est révélé comme étant un fait. C'est-à-dire non plus une croyance, hein, la foi, une croyance, mais plutôt une certitude, un fait. Voilà, une certitude, c'est mieux que voilà, hein, croire en quelque chose que tu n'as pas vu. Quand tu l'as vu, c'est bon, tu es sûr, c'est mieux. Donc voilà. Alors, Naktim, mariage royal en prévention avec Okessé-Damon, princesse d'Égypte. On dira, pauvre gamin, c'était pas comme ça que ça devait être, comme je l'ai expliqué. Donc, mariage par conservation du sang royal. On va expliquer un peu les liens familiaux de cette époque et les personnages qui vont être, les personnes hein, qui vont être décrites dans l'histoire. On a la famille d'Amenhotep III et on a la famille Haï II. C'est-à-dire, c'est parti. Vous pouvez déjà constater en tout en haut de l'image, les amis, que c'est 2 fois la même femme. Et qu'ensuite, on a 2 hommes différents. Bon, je pense que pour tous ceux qui sont adultes, vous avez compris. Ah, moi, je trouve ça franchement abusé. Et pour ceux qui n'ont pas compris, ben, ça veut dire simplement que la femme que vous voyez là, en double, oui, c'est la même. Et elle a épousé 2 hommes différents. Elle a utilisé un concept qui venait de chez elle, hein, et qui permettait, je pense, selon sa convenance, de pouvoir avoir plusieurs maris. Donc, on ne dira pas que c'est une tromperie parce que ça se savait. Et c'est un peu comme si je vous disais que bon, bah, dans certaines tribus actuellement encore, il y a encore un esprit de polygamie. Voilà, où certains s'autorisent à avoir plusieurs femmes. Ben, ça vient d'un concept similaire. Voilà. Sauf que c'est spécialement lié à cette famille-là. Là. Eux, ils étaient là, comme ça. Là. Ils aimaient ça. Quoi. Voilà. Ah, l'éducation, ouais. L'éducation, ça prend du temps. Hein, t'as vu? Ils ne connaissaient pas encore la loi de Moïse. Non, il peut avoir une seule femme, un seul homme. Non, ils ne connaissaient pas. Personne ne savait ça. Bon, il y en a quelques-uns dans la logique pour l'Égypte du Nord. Je dis le Nord, hein, mais bon. Ça dépend dans quel sens on se pose dans l'esprit hein, de Taméry, Tasséti, Tanetcher, ou alors aujourd'hui dans le langage occidental. Ça dépend, mais bon. On va dire tout simplement que de ces 2 familles, il y a eu, on peut le constater, hein, forcément dans la logique, hein, on peut le constater, si c'est une histoire royale, ben que là tout de suite ça va créer une compétition. Ah bah oui, c'est la même femme, mais elle s'est interposée sur 2 hommes qui ont, eux, le sang royal. Est-ce que vous m'avez compris? C'est-à-dire qu'elle, elle ne l'a pas, mais elle espère tellement, tellement, tellement s'accrocher à cette histoire de royauté qu'elle a choisi méticuleusement 2 hommes qui portent le sang royal dit à cette époque en Égypte. Donc de la famille de Haï et Amenhotep III. C'est des boublas là, le sang royal. Voilà. Donc,
De la famille d'Amenhotep III, on a Toutmosis, frère d'Enkhene-Sedamon, Toutmosis. En dessous, on a la sœur de Toutmosis, Ankhesenamon. Simple comme bonjour, frère et sœur. L'une est attirée par le pouvoir, l'autre, je ne sais pas si c'est une reconversion, mais logiquement en Égypte on pouvait exercer le métier qu'on voulait, il a décidé d'être sculpteur. Voilà. Dans la famille de Haï-2, on a Horemheb. Horemheb a décidé, malgré je crois qu'il était l'aîné, si je dis pas de bêtises, de 5 ans de différence avec son frère, Natmin, et on verra après sûrement sur la fiche de description. Il a refusé d'entrer dans le système royal là, puisque je crois que c'est censé revenir à l'aîné dans la logique, et c'est son frère qui est censé hériter de ça, en fait, du coup, dans la logique. Sauf que, comme on peut le voir ici, à un moment donné, dans le temps, pendant que la cour faisait ses petites manigances, logiques, selon leur code, eh ben, le mariage a dû être annulé à cause de Maxime qui était déjà tombé amoureux d'une femme qui n'appartient pas au sang royal. Voilà ce qui s'est passé. C'est qu'il a refusé, en fait, que cela se produise. Et je pense que la famille Haï a tout simplement laissé abandonner comment dit-on, cet objectif. Voilà. Ça a mis en pause, en fait, l'objectif d'avoir des successeurs royaux à cette époque. On pouvait se le permettre en espérant que la prochaine descendance des hommes ou de la femme qui en résultera pourra à un moment donné remonter sur le trône. On continue. Du côté téhétite, on a 4 fils et une fille. Ah, faut bien y venir. Parce qu'à cette même époque, bon, il y a aussi un roi. Le roi, il s'appelle Suppilu Liumas. Et donc, comme on disait que c'est le commencement d'une période de l'Empire hittite qui commence, donc son commencement, le début, hein, voilà, le roi Suppilu Liuma. Il a 4 fils, une fille, Zananza, présumé tué lors de son voyage vers l'Égypte, après acception de demande en mariage d'Ankhesenamon. Donc lui, on va l'étudier, parce que tout part de là. Tout part de son assassinat. Ensuite, on a Arnunwanda II. Il prend le commandement du peuple de la cité après la mort de son père, règne 2 ans, puis il meurt de la peste. Décès, moins 1320 avant Jésus-Christ. Miwati, fille du Shrez d'Haïti, reine de Myra, pas plus d'informations. Piyazilis, Sahari Kushu, donc Kush, surnommé fils cadet de Suppilu Liuma, mort en moins 1316 avant Jésus-Christ. Alors, il est plus jeune que Anuwanda II, il est l'aîné de Mursili II et aîné de Zenanza. Bon. Le soi-disant Mursili II, moins 1343 à moins 1295 avant Jésus-Christ, cadet. Et puis on a Télipinu, inconnu au bataillon, non rentré dans les affaires royales d'une manière historique, au point d'y laisser des informations derrière pour mes recherches en tout cas. Peut-être ailleurs, mais dans mes recherches, que dalle. Une histoire de famille et de pouvoir. C'est ça qu'on va voir, direct. On retourne en Égypte. Une histoire de famille et de pouvoir. Donc, pour arriver à savoir le sang royal, d'où il provient à la base, voilà, des parents qui se sont mariés, de Haï-2, qui se nomment Touya en Égypte et Yuya. Donc la date c'est moins 1420 pour Touya et Yuya, Égypte prophète de Min, environ moins 1420. Pareil, logique. Donc mariés, homme et femme. Voilà. Touya, femme, Yuya, homme. Enchanté, enchanté.
Tu es très belle. Merci, toi aussi. Tu es très jolie, très mignon, super. Ok, tout s'arrange. Woup, un enfant, Haïdeu, pharaon de la 16e dynastie d'Égypte. Né vers moins 1395, décédé vers moins 1314, à l'âge d'environ 81 ans. 14e souverain, de moins 1318 à 1314. 1314, bon. Donc voilà, à partir de là, on sait que c'est lui qui a le sang dit. Il s'est marié avec Tihi, qui elle ne l'avait pas. Donc épouse d'Aï, d'Égypte, né vers moins 1390, décédé. Mais on te dit pas bon trop quand. Enfant, Nakmin, d'Égypte. Toujours ta mairie en haut là. Prince d'Égypte, né vers moins 1350, décédé. Mais sans explication. Ah oui, sans explication. Donc masculin, masculin. On est d'accord, deux frères. Alors, Horemheb devient pharaon de la 18e dynastie après les événements que l'on va étudier. Sinon, il était dans l'armée. Voilà, c'est ça qu'il faut savoir. Mais avant tout, s'il y a marqué prince d'Égypte pour Nakmin, ah bah, il faut se poser la question. Quelle a été sa destinée s'il était voué à être prince d'Égypte? C'est comme dans Prince d'Égypte, quoi, le film là, avec Ramsès, Moïse, tout ça et tout. Hein, non, je te parle pas de ça. Ah non, je te parle pas de ça. Ah, je te parle d'un personnage que on n'entend pas quand on parle de Toutankhamon, et etc. Et Néfertiti, et tatati, et tatata, et puis ton, et, tu l'entends pas ça. Bon là, t'es là, Nakmin, faut te poser la question. Deuxième mariage de Ti. Deuxième mariage de Ti. Ah oui, parce qu'on était sur le premier. Donc le deuxième, c'est quoi? Mauvais exemple de la mère. Commence ici. La fille reproduira ses erreurs au double. Aïe, maudit. Donc Ti épouse Amenhotep III d'Égypte. Reine d'Égypte, née vers moins 1400, décédée en moins 1358, à l'âge d'environ 42 ans, épouse d'Amenhotep III, ok. Mariée vers moins 1380 avec Amenhotep III, donc ce Amenhotep III d'Égypte, pharaon de la 18e dynastie d'Égypte, moins 1410, moins 1348, parent Toutmosis IV d'Égypte, pharaon de la 18e dynastie d'Égypte. Moins 1425, moins 1387. Vous comprenez là comment ça fonctionne? Voilà, son père il était connu, sans roi. Marié, boum, des enfants. Toutmosis, fils d'Amenhotep III d'Égypte, 1380. Normal qu'il lui ressemble, son fils. Donc ensuite, Akhenaton, Amenophis IV, soi-disant. Soi-disant, là, il y en a un, il s'introduit dedans, là, il dit, ça y est, il est aussi fils, tu vois. Akhenaton, Amenophis IV d'Égypte. Pharaon de la 18e dynastie d'Égypte, moins 1380, moins 1331. On va vérifier ça. Soi-disant, tout le reste, des enfants qu'ils ont eus. Iset, fille d'Amenhotep III d'Égypte, 1380. Sœur d'Akhenaton d'Égypte, 1380, mais ils n'ont pas le nom. Ils savent pas c'est qui, mais il y a une sœur comme ça, soi-disant d'Akhenaton. Voilà. Non, mais c'est ça qui est louche, tu vois. D'un coup, on n'a même pas un nom, quoi, tu vois. Parce que on sait que si tu ne retrouves pas une trace alors que tu sais que la période a été bannie, c'est bien parce que il y a quelque chose de faux là-dedans, tu vois. Donc Bakhetaton d'Égypte, moins 1375, Enoutaneb d'Égypte, moins 1375, Nebeta d'Égypte, moins 1375, Satamon d'Égypte, moins 1375. Donc on a des infos sur Satamon, la fille aînée de Tihi qui disparut à la mort de Amenhotep III. Voilà, c'est le titre pour pouvoir te dire que bon ben, elle là, pourquoi tu disparais? Qu'est-ce qui se passe? Où tu vas? Tu vois, pourquoi tu fuis le pays? C'est quoi le truc? C'est ça qu'il faut savoir. Parce que, soi-disant là, c'est la famille à Akhenaton, c'est la famille la plus louche qui existe dans toute l'Égypte. C'est moi qui te le dis. Akhenaton, Amenophis IV, Amenhotep IV là, d'Égypte. Soi-disant, sa sœur, c'est Satamon d'Égypte. Mais on voit déjà ce que ça donne sur Satamon. Ouais. Satamon, la fille aînée de Tihi, qui a disparu à la mort de Amenhotep III. Satamon, la fille d'Amon, est l'aînée des princesses issues du mariage de Pharaon
du pharaon Amenhotep III et de la grande épouse royale Tiye. Elle devint elle-même reine consort dans la dernière partie du règne de son père. Elle fut mariée à son père vers l'an 30 du règne. Comme l'attestent de nombreux objets trouvés dans la tombe de ses grands-parents maternels, Yuya et Tuya, devenant la seconde grande épouse royale. Son père épousera d'ailleurs une seconde de ses filles, Iset, et probablement d'autres sœurs de Satamon. Bien que sa mère resta en vie et conserva une grande influence jusque sous le règne de son fils Akhenaton, Satamon possédait, en tant qu'élu rituel, son propre domaine de grande épouse royale à Malkata. Donc Willis ou William Hayes, qui fouilla sur ce site, fait remarquer qu'on retrouve dans les ruines remontant à la fin du règne, entre parenthèses sans doute jusqu'à l'an 39, fermez parenthèses, un nombre très important de citations de Satamon, en comparaison d'une seule mention de sa mère Tiyi pour la même époque et le même lieu. Il semble que le célèbre Amenhotep, fils de Apu, joua un rôle d'intendant de ses propriétés. Satamon est attesté sur une statue de Amenhotep à Karnak, où elle est mentionnée en tant que grande épouse royale. On dispose de très peu d'éléments sur sa vie. Elle disparaît à la fin du règne d'Amenhotep III et elle n'est jamais mentionnée sous le règne du pharaon suivant, son frère Akhenaton. Une chambre séparée fut creusée pour elle dans la tombe d'Amenhotep III dans la vallée des rois, mais elle n'y fut jamais enterrée. Alors vous avez représentation à droite. On fait un petit visionnage rapide, qu'on voit bien un peu à quoi ressemble l'ensemble d'eux, et puis on passe à la suite. Elle est mentionnée en tant que grande épouse royale. Donc voilà, on comprend. Épouse royale destinée à la royauté. Donc, Haïdeu d'Égypte choisit, en tant que papa, son fils Nakmin d'Égypte, en tant que prince d'Égypte. Et Amenhotep III d'Égypte, pharaon de la 18e dynastie d'Égypte, Satamon, sa fille, en tant que épouse pour Nakmin. Mais, comme dit, dans les circonstances, Nakmin, ayant trouvé une autre femme, n'épousera pas Satamon. Et donc, Satamon disparaît et Nakmin, quant à lui, est assassiné. Remplacé rapidement par Ankhesenamon. Là, ça coince. Ah bah, Satamon disparaît. Boum. Ankhesenamon. On arrive direct sur une histoire en fait qui fait d'un rebond à un autre depuis la disparition de cette fille. C'est que il y en a une autre qui apparaît comme ça là, par magie, et il y en a une qui disparaît par magie. C'est ça le problème, tu vois. Il y en a une qui disparaît par magie là dans l'ordre, et il y en a une autre qui apparaît par magie là. Tu l'as lu avant Ankhesenamon? Je m'en rappelle pas. Attends. Parmi tous les, non, on voit Iset, on voit qu'il y a une sœur d'Akhenaton, on connaît pas son nom. On voit tatata plein de noms jusqu'à Satamon, mais il n'y a rien. Tu vas me dire, c'est le point d'interrogation là, la sœur d'Akhenaton. Ah mais Akhenaton, il est déjà louche. Cette fille, elle est louche aussi, d'où elle sort. Donc, Ankhesenamon, ex-femme de Narmer, qui tente de reprendre ce qu'elle pense lui appartenir, le règne sur l'Égypte. Parce que, qui a été son intendant? C'est Amenhotep, fils de Apu. Lui aussi, d'une certaine manière, il a un lien avec ces histoires de sang royal. Il était intendant de cette fille-là à la base, Satamon, qui là revient, c'est la même fille, qui revient sous un autre nom, une nouvelle identité. Voilà. Et de toutes ces manœuvres, pour ceux qui savent déjà, c'est le contrôle de l'Égypte. Donc elle a connu forcément des informations qui sont liées au passé, soit à ses anciennes vies, ou le fait que dans sa famille, qui a perdu avec le temps la possibilité de pouvoir avoir une lignée royale, là, elle tente de reprendre ce qu'elle pense qui lui est dû.
dans toute connaissance de cause de sa vie antérieure avec un roi bien connu, hein, le fameux Narmer. C'est cohérent pour ceux qui comprennent ou pas? Parce que je demanderai pas ça forcément à ceux qui sont pas dedans, hein, qui comprennent pas ça, hein. L'histoire réincarnation, tout ça et tout. Hein. Si c'est bon, c'est cool, je continue, génial. Alors, sa signature, le régicide, c'est la même signature. Ah, t'as rappelles hein, ce que j'ai dit là dans la vidéo avec la présentation euh, tir à l'aveugle. Ah bah oui, je t'ai donné toutes les instructions pour comprendre comment ma démarche elle fonctionne. Bah là, non seulement tu as une démarche qui a envie de te faire comprendre ce qui se passe sur le terrain, si c'est ça ou pas, mais en plus, bon, t'as déjà des instructions qui te font comprendre que ça se réverbe. Hein. Il y a des échos dans les gestes des gens. Voilà. Donc là, voilà où est-ce qu'on en est. Sa signature, le régicide. C'est elle qui tua Narmer il y a 5000 ans, par le poison. Celui que vous appelez Toutankhamon, là. Hein. C'est pas Toutankhamon, c'est Narmer. Non, c'est pas Nakmin. Bah non, non c'est pas Nakmin. Nakmin, tu verras où est-ce qu'il a fini et qu'est-ce qu'on en a fait, Nakmin. Là, on parle d'une momie encore plus ancienne, là. T'as bien vu, hein. Il y a des experts qui ont témoigné, ils ont dit, en analysant la momie, on a remarqué qu'elle a été au moins embaumée 3 fois, et cela sur des époques différentes. Donc tu fais ta déduction, tu comprends qu'elle est très ancienne, elle est tout forcément liée au Nianomo. Voilà, donc à Narmer, donc Nianomo, tu fais le calcul rapidement hein, dans ton intellect et tes informations que tu as pu recevoir partout autour de toi avec les frères qui ont fait le travail, ni à Nomo, l'énergie du Nomo, du grand bonhomme dans le ciel, hein, donc la troisième forme, la première forme d'Osiris, hein, c'est la même chose, hein, ouais, Orion quoi, ouais voilà. Ah, ah, on a trouvé le corps d'Osiris. Oh mince alors. Mince, c'est ça que vous exposez depuis un bon bout de temps en fait alors. Tot Ankh Amon, hein? Hein? Tot en paix en Amon. Bah non, il y a il y a des choses comme ça là, bah voilà, faut le savoir, hein. Faut le savoir, hein. Ah bah oui. Ouais, l'homme il est tout petit, hein, c'est les premiers temps, hein. T'as bien vu, hein, elle est pas bien grande la momie. Tu lui donnes 18 ans, mais bon, je pense qu'elle doit être un petit peu plus vieille, c'est juste son corps, il est bien conservé. Et tu me dis 18 ans, il y a déjà au moins 3 momifications qui ont été faites dessus, là, pour qu'il soit noirci comme ça, là. Calmez-vous, les gars. Restons dans le vrai du vrai. Voilà, de ce que l'on peut connaître avec le langage, avec les traditions, la culture, etc. Arrêtez de jouer les beaux, là. Ouais, on connaît, machin. Vous exposez, vous faites la thune surtout. Mais faut arrêter ça, hein, c'est fini. Ah, moi, je te dis. Là, tu joues avec un cadavre, là, il est maudit pour toute ta génération, là. On y va, là, tu vas comprendre c'est quoi la malédiction, là. Tout en camon. Malédiction d'Osiris, là. Tu es déjà devant le tribunal. Dès que tu touches à ça, machin, truc. T'as bien vu, hein, Carter. Et puis certains de son équipe, là, ça a vécu longtemps, ça a pas vécu longtemps. Je t'ai dit, il y a une histoire de poison, là. Ça a embaumé toute la chambre. Ah bah non, on s'amusait pas à faire de traitement à cette époque-là. On savait déjà, il y avait beaucoup de pilleurs. Ah bah oui, ouais. Les prêtres, ils ont pris d'avance, direct, en avance, toutes ces histoires, pour être sûr d'être au contrôle. Donc c'est ça qu'on va voir réincarné à travers Ankheselamon, il y a 3000 ans. Depuis aujourd'hui, elle s'alliera avec Toutou pour provoquer le désordre à travers l'Égypte. Bonjour, c'est lui là, Toutou là. C'est lui qui va se repenter là de tous ces mensonges là aujourd'hui. Cette version là de l'ancêtre de l'autre fou là, qu'on appelle Jésus là. Ou celui qui se prend pour Jésus. Hein, on verra, hein, tu vois, avec son église catholique. Voilà. La statue là, du beau gosse italien là. Voilà. Hein, tu vois, là, il y a un de ses descendants là, c'est lui là. Toutou Doudou. Hein. Ah mais c'est lui, hein, il s'appelait comme ça, hein, Doudou, ou on sait pas, Toutou, mais en tout cas ça a été signé sur le chariot de Toutankhamon, là, soi-disant. Ouais, ouais. Les prêtres, ils ont signé, ils ont laissé un truc, ils ont dit, un message, ils ont dit euh, que jusqu'à la mort, faut poursuivre celui qui a fait ça. Tu vois, ce crime. Ah ouais, ce qui s'est passé à l'époque là en Égypte. Voilà, mais tu vas comprendre, parce que les chars là, qui a été retrouvé dans le tombeau de Toutankhamon là,
Il y a un char qui est dedans, là, c'est un char hittite, hein. C'est pas un char égyptien. Ah, t'avais pas vu, t'avais pas compris. Bah, les infos, mon gars, les infos. Quand on s'intéresse au truc, t'as lu, il faut y aller à fond parce que bon, bah, on nous cache trop de trucs. On nous cache trop de trucs. Ouais. Ouais. Faut éplucher dans toutes les langues. Faut avoir le maximum d'infos. Moi, je te le donne comme ça. Donc, interprète et médecin légiste, là, le toutou, là. Interprète pour l'Égypte. Interprète et soi-disant médecin légiste. Dans le sens où il est médecin légiste dans son pays. On n'est pas sur des lois internationales de maintenance de l'équilibre du respect de ces lois. Hein. On n'a pas fait en sorte qu'il y ait des contrats qui sont donnés que bon ben voilà, tout le monde suit la même règle. Non, non. Là-bas, là, les titres là, s'il y en a un, il s'est dit médecin, c'est selon leur bon vouloir. Nous, en Égypte, on peut pas vérifier c'est de quelle médecine il parle. Par contre, on veut bien qu'il soit interprète, tu comprends? Voilà. C'est ça le truc. C'est que ça, il avait cette capacité-là et c'est ce qu'il était. Il se déclarait aussi médecin légiste. On vérifiera ça. C'est quoi sa médecine? Donc voilà ce qui se passe. C'est qu'il y a une association qui va se faire entre Ankhesenamon et cet interprète Toutou. Et le titre de toute cette manigance s'intitule La traîtrise d'Ankhesenamon. Les deux personnages qui sont sollicités là, ou les trois, c'est donc ce Toutou, Ankhesenamon et Supilou Liuma. Premier. On y va. Le contexte. L'épisode de Dakamunzu doit être considéré dans le contexte des relations de l'Égypte avec les autres grandes puissances, l'Asie occidentale, au cours de la seconde moitié du XIVe siècle avant Jésus-Christ. Point. Hittite Suppiluliuma Ier. Au cours de la période de la fin de l'Armana et de ses conséquences immédiates, nous dépendons presque totalement des archives hittites pour obtenir des informations sur ces questions. Alors qu'il était impliqué dans la guerre avec le Mitanni, les Hittites ont été attaqués par les forces égyptiennes dans la région de Kadesh. Alors c'est tardif, hein. C'est ce qui est mentionné ici, c'est tardif. Qui n'était passé que récemment sous le contrôle des Hittites. Voilà la cause. Voilà la cause. Pourquoi les Égyptiens ont attaqué les Hittites? Parce que Kadesh, que récemment sous le contrôle des Hittites. Donc invasion, encore une fois, invasion. Donc Supilou Liuma a riposté en assiégeant simultanément les forces du Mitanni à Karchemish et en envoyant des forces dans la région d'Amkou, à l'époque un état vassal égyptien. À ce stade, les annales nous informent que les Égyptiens avaient peur. Et puisque en plus leur seigneur Niburu Ria était mort, donc la reine d'Égypte, qui était Dakamunzu, envoya un messager à Supilou Liuma. Ce sont des noms alternatifs du côté des Hittites pour désigner les trois personnages que je vous ai présentés dans cette histoire, tout simplement. L'affaire Zananza. Les annales racontent ensuite le message que la reine veuve égyptienne écriva à Supilou Liuma. Alors je vous éclaire, cette reine c'est elle, Ankhesenamon là, Satamon, ancienne Satamon, nouvelle Ankhesenamon. C'est elle qui se fait passer pour veuve depuis la mort de Naxmin, qui était prince d'Égypte. Ah bah oui, on était dans la vraie vérité au début, avec les histoires de famille, mais d'un coup il y a un meurtre, il y a une personne qui disparaît, et on a une autre qui apparaît, qui dit qu'elle est veuve et que son mari il est mort. Mais elle envoie ça aux Hittites. Les Égyptiens ne sont pas au courant, vous comprenez? Ah bah oui, c'est avec Doudou, c'est lui qui est le traducteur, c'est lui qui est l'interprète. Elle ne sait pas parler le langage des Hittites. Elle sait converser en égyptien. L'autre, Doudou, il sait converser en égyptien. Mais aussi le langage des Hittites. Donc elle lui fait faire parvenir un message avec une manigance, avec lui, à Supilou Liuma. Elle demande ça. Mon mari est mort, c'est ça qu'elle dit. Mon mari est mort, un fils que je n'ai pas. Mais pour toi, disent-ils, les fils sont nombreux. Si tu me donnais un fils à toi, il deviendrait mon mari. Jamais je ne choisirais un de mes serviteurs pour en faire mon mari. J'ai peur. Voilà ce qu'elle dit.
Une telle offre d'épouser une femme membre de la famille royale égyptienne est sans précédent, on te dit en commentaire, comme le précise Amenhotep III dans sa correspondance avec un roi étranger. Le don des femmes en mariage était pour l'Égypte un commerce à sens unique. De tout temps, aucune fille du roi d'Égypte n'est donnée à personne. Suppilu Liuma est donc surpris et méfiant. Les annales rapportent sa réaction. Une telle chose n'est jamais arrivée de toute ma vie. Intrigué, il envoie son chambellan en Égypte pour enquêter sur l'affaire. Il lui ordonne « Va et rapporte-moi la vraie parole. Peut-être qu'ils me trompent, peut-être en fait qu'ils ont un fils de leur seigneur. » En attendant, Suppilu Liuma a conclu le siège de Carchemish, puis retourne dans sa capitale, Hattusa, pour l'hiver. Au printemps suivant, son chambellan et un messager d'Égypte lui reviennent, apportant une nouvelle lettre de la reine. Donc toujours l'autre là. Qu'est-ce qu'elle dit? Pourquoi as-tu dit « Il me trompe de cette façon ?» Si j'avais eu un fils, aurais-je écrit sur ma honte et celle de mon pays sur une terre étrangère? Vous avez entendu? Elle sait très bien qu'elle vient pas de Goshen. Hein. Elle vient pas de la région du nord, là, où il y avait Avaris, etc. Hein. Elle vient pas de là. Elle a dit, elle vient plus en bas, là, Soudan, tu vois, l'autre partie de l'Égypte. Tu vois, on te dit Haute-Égypte, Basse-Égypte, voilà. Haute famille. Donc, aurais-je écrit sur ma honte et celle de mon pays sur une terre étrangère? En parlant du pays des Hittites. Hein. Donc ça a double sens. Tu ne m'as pas cru et tu ne m'as même pas parlé ainsi. Celui qui était mon mari est mort, un fils que je n'ai pas. Jamais je ne prendrai un de mes serviteurs pour en faire mon mari. Je n'ai écrit à aucun autre pays, je n'ai écrit qu'à toi. On dit que tes fils sont nombreux. Donne-moi donc un de tes fils. Pour moi, il sera mari, mais pour l'Égypte, il sera roi. Suppilu Liuma reste cependant méfiant et il dit au messager égyptien « Tu n'arrêtes pas de me demander un fils à moi, comme si c'était mon devoir. Il deviendra en quelque sorte un otage, mais roi, tu ne le feras pas. Néanmoins, après de nouvelles négociations avec le messager égyptien et la consultation d'un traité de paix antérieur entre les Hittites et l'Égypte, Suppilu Liuma accepte d'envoyer l'un de ses fils en Égypte. Mais ce prince nommé Zananza est tué, peut-être même avant d'avoir atteint l'Égypte. Comme les annales le précisent, les Hittites accusent les Égyptiens de ce meurtre. Ils parlaient ainsi. Le peuple d'Égypte a tué Zananza et a fait dire « Zananza est mort » et quand Suppilu Liuma entendit parler du meurtre de Zananza, il commença à se lamenter sur sa Zananza et au Dieu il parla ainsi « Ô Dieu, je n'ai fait aucun mal, pourtant le peuple d'Égypte m'a fait cela. » Ils ont aussi attaqué la frontière de mon pays. Cela conduit à des récriminations de la part de Suppilu Liuma qui attaque à nouveau Amkou et chasse les Égyptiens et retourne avec des prisonniers à Hattusa. Donc les conséquences de tout ça. Rien n'est dit sur le sort éventuel de Dakamunzu, mais, tu vois, Enkesenamon, la nouvelle, là, hein, nouvellement renouvelé dans son nom et dans ses désirs, il est dit, mais le brouillon d'une lettre écrite sur Suppilu Liuma pourrait éclairer davantage la question. Savoir qu'est-ce qui lui est arrivé. Cette lettre est adressée à un pharaon anonyme, écrit en réponse à une lettre antérieure à ce pharaon, à Suppilu Liuma. De cette correspondance, il ressort que ce pharaon monta sur le trône d'Égypte quelque temps avant le meurtre de Zananza, et que Suppilu Liuma semble avoir ignoré cette évolution à la cour égyptienne au moment où il y envoya son fils. Ce nouveau pharaon pourrait être considéré soit comme une servante à qui Dakamunzu s'est marié contre son gré, soit comme la supplantant sur le trône selon l'identification des individus impliqués. La mort de Suppilu Liuma et de son successeur, excuse-moi, je fais une pause, t'expliquer direct, là, oui, ce qui a été dit là, c'est on te dit, il y avait quelqu'un d'autre qui sûrement devait être monté sur le trône entre-temps, mais là, on est déjà encore dans les affaires de celle qui s'est imposée, là, et puis qui fait du trafic, en fait, avec le toutou, là. Voilà, donc c'est forcément un forain, c'est une invention, voilà, qui que ce soit qui est impliqué, on le verra. Donc, la mort de Suppilu Liuma et de son successeur immédiat
Arnu Wanda II, il pourrait être considéré comme un résultat indirect de l'affaire Zanonza, car tous les deux ont succombé à une peste apportée à Hattusa par les prisonniers d'Akhmou. Donc, identification des protagonistes égyptiens. Initialement, le nom d'Akamunzu était considéré comme une mauvaise interprétation de Sankamun, une version supposée d'Ankhesenamun, la veuve de Toutankhamon, soi-disant. Cependant, il a été démontré que Dakamunzu est une interprétation hittite du titre égyptien Taemet et Nesu, donc littéralement la femme du roi, probablement prononcée en même temps que Ta, au lieu de nom d'une reine. Donc en conséquence, Dakamunzu a été diversement identifié comme Nefertiti, Meritamen ou Ankhesenamun. Moi je te le dis, c'est Ankhesenamun. Nibu Reuya, le nom du pharaon récemment décédé, tel qu'il est enregistré dans les annales, a été considéré comme une interprétation du nom d'Akhenaton, Neferkeperewe, ou de Toutankhamon, Nebkeperewe, où la flexibilité de la chronologie de la période admet les deux possibilités. Bon, tu vois, là, ils sont dans les suppositions, identifications et protagonistes égyptiens. Bon, moi, je le montre. La chronologie des événements exige que la mort de Niburuya se produisent vers la fin de la vie de Suppiluliuma, et donc la chronologie égyptienne conventionnelle favorise Toutankhamon. L'analyse linguistique a démontré que Niburuya est une interprétation précise du nom du trône de Toutankhamon Nebkheperure. On suppose également que la situation à la cour égyptienne, c'est-à-dire le manque de progéniture royale masculine, correspond mieux à la période après la mort de Toutankhamon. Dans ce cas, Dakamunzu doit être identifié comme Ankhesenamun, tandis que le pharaon anonyme du projet de lettre de Suppiluliuma peut être identifié comme Ai, un serviteur d'Akamunzu ne voulait pas se marier. Soi-disant le serviteur que Dakamunzu ne voulait pas se marier. Donc, chronologie alternative égyptienne et hittite basée sur des phénomènes astronomiques enregistrés font d'Akhenaton un candidat plus probable pour Niburuya, bien que semaine carrée ne puisse pas être entièrement exclue. Non mais là on parle de poster de façon de reine. Ne réfléchis pas à une possibilité. Ça c'est juste l'article que je suis en train de lire qui suggère. Mais les faits sont déjà au préalablement bien exposés dès le début au niveau des familles et du concept royal pour comprendre. Il n'y a pas besoin de faire trop les scientifiques les mecs. Donc, qu'est-ce qu'il y a d'intéressant là? D'autres preuves à l'appui de cette identification pourraient provenir de l'une des lettres d'Amarna qui semble traiter des mêmes actions militaires contre Amkou qui sont rapportées dans les annales hittites. Exactement. Parce qu'après, tu te tournes vers la Bible et tu as toute l'histoire de Josué qui correspond à cette période-là, le fameux Yeshua, là, le premier, là. Il y a un livre qui est intitulé comme ça, Yeshua, ou aujourd'hui Josué. Bon, bah voilà, c'est ça. Tu vois, lui, il a bataillé là-bas, et puis si tu veux connaître son avis, c'est dans ce livre, quoi. Selon ses dires et selon la lettre des Écritures. Donc, si tu es intelligent, tu comprends qu'on parle d'Orem Eb. Les chronologies alternatives égyptiennes, par récemment des annales. Ouais. L'identification récente proposée d'un fonctionnaire égyptien nommé Arma, qui apparaît dans un document. Ici, il relate les événements des années 7 et 9 du règne de Mursili II, comme Horem Heb dans sa fonction de vice-roi et de commandant en Asie, c'est-à-dire avant son ascension au trône. Exclurait également Toutankhamon comme candidat possible pour Niburuya. Fin du texte. La suite. C'est quoi? C'est que j'ai lu beaucoup d'accusations autour de Horem Heb, dont celle-ci. Alors je vais la lire, mais pour résumer, je parle de Internet, de ce que j'ai trouvé sur Internet, dans des livres, des documentaires, documents, des recherches, etc. Il y a beaucoup d'avis personnels qui sont un peu trop donnés facilement au public et qui tendent à vouloir fausser la manière de voir la vérité derrière tout ça, en fait, derrière ces histoires. Derrière l'histoire de la période d'Amarna, avec Akhenaton, Horem Heb, Satamon, nouvellement Ankhesenamun, et toutes ces histoires royales. Donc voilà, on y est.
Donc on a des accusations dont celle-ci, l'identification récemment proposée d'un fonctionnaire égyptien nommé Arma, qui apparaît dans un document hittite relatant des événements des années 7 et 9 du règne de Mursili II, comme Horemheb dans sa fonction de vice-roi et de commandant en Asie. Ça, c'est une accusation gratuite. Donne les preuves. Tu dis tu as un document, maintenant tu donnes un nom Arma. Comment tu es sûr que ça a un rapport avec Horemheb? Donne-moi le même lien que tu as fait en conséquence de ta réflexion pour encaisser Namon et puis son nom hittite. Fais-moi voir la logique. Mais là, tu n'y arrives pas. Tu peux pas. Donc ne fais pas de suppositions. C'est totalement pas du tout professionnel. Bon, après, là, je crois que c'était Wikipédia. Bon. Voilà. On comprend que, bon, humainement parlant, il y a des infos oui, d'autres non. Quand tu analyses, là, tu analyses avec parcimonie. Le mensonge des Hittites lors de leur complot entre l'Égypte et les Hittites. Ah oui, on t'a pas vu, il y a un nom qui ressort tout le temps, c'est Mursili II. Mursili II, tu cherches quelque chose sur lui dans son existence, une trace. Il n'y a rien. Il est juste mentionné dans le camp des Hittites. Mais de s'aligner soi-disant en tant que homme, il devrait être rallié à quelqu'un. Ah oui, puisqu'à un moment donné, on a un Mursili I qui est roi. Bon. Maintenant, on a un Mursili II. C'est la même période où il y a les complots, invasion en Égypte, guerre, du côté du camp des Hittites. Voilà où est-ce qu'on est là. On est dans les périodes de tension. Et là, on nous sort, il y a un personnage comme ça, là, qui aurait ça aurait pu être roi en plus. Et on te dit, voilà, descendant du même nom, Mursili Ier, qui était donc un roi. On va voir ça. Basé sur la connaissance de l'identité de Mursili I, ancêtre d'Horemheb. Mursili Ier vers 1600 avant Jésus-Christ. Effectivement. Effectivement, il peut y avoir un retraçage, ne serait-ce que basé sur le physique, pour pouvoir comprendre si c'est vraiment un de ses descendants ou quelqu'un qui faisait partie du camp des Hittites, de la manière dont on veut nous faire croire à cette période de tension. Parce qu'il y a eu des périodes, je disais, elles pouvaient être pacifiques où ils avaient décidé de vivre en paix avec leurs voisins. Et donc, c'est là où on comprend pourquoi il y a eu cette bataille avec Mursili Ier pour reprendre ses affaires. Voilà, donc j'essaie d'être clair. Horemheb d'Égypte est sur le terrain avec les Medjay égyptiens repoussant l'invasion hittite. On ne peut pas être dans les deux camps. Patrie et ennemi. C'est-à-dire que Horemheb, soit il est assimilé et reconnu égyptien, soit il est assimilé et reconnu hittite. Ça peut pas être quelqu'un où on dit tout de suite c'est un traître. Toute la famille d'Égypte savait que voilà, il était né directement dans le pays du Nord. Là. C'est pas pour rien, voilà, son père était Haï. Donc voilà, c'est pas pour rien. Il est d'origine royale. D'origine, pardon, au niveau du sang. Personne n'est vraiment d'origine royale. On parle du sang. Là, on était déjà dans une décadence dans les systèmes royaux. Voilà. Dans la façon dont on l'interprétait, comme je l'ai dit, il y a eu la première manière spirituelle donnée par Narmer, et ensuite il y a eu le meurtre de Narmer par son ancienne femme. Et ensuite, elle est montée au trône, et ensuite elle a fait flipper tout le peuple, le peuple d'Égypte, en ramenant ses lois, sa conception d'eux. Et ensuite, elle est morte, et ensuite, ça a déstabilisé l'Égypte. Il n'y a pas eu de relève. Et ensuite, on a fait un suivi par rapport au sang des descendants de Narmer. On est revenu un peu à l'origine des choses qui avaient été partagées, et c'est là où il y a eu une évolution. C'est là où ensuite il y a eu une évolution des connaissances basées cette fois-ci sur celui qui a ramené
l'Égypte à se relever de toute cette misère parce qu'après il y a eu la famine, hein, après tout ça, la reine armée, puis la reine laquelle il a assassiné, etc. Dès que le peuple d'Égypte il était voué à lui, la famine elle est arrivée. Et donc c'est là où on commence à comprendre que la gestion du pays était tellement médiocre qu'il fallait forcément qu'il y ait quelqu'un qui arrive à rétablir ça, et c'est là où intervient ce fameux Imhotep. Voilà. Donc, de toute cette famille-là, Horemheb, Imhotep, voilà, Mursili Ier, euh, aucune liaison avec Mursili II, invention des Hittites, par rapport aux tensions qui existaient sur le terrain et par rapport aux connaissances même de ce qui va être donné après sur le témoignage des Égyptiens par rapport à Horemheb. Donc mensonge des Hittites, on passe ensuite sur l'identité. Donc on voit à quoi il ressemble, hein, le buste de Mursilius Ier. Et on a deux statues de Suppiluliumas. Pour pouvoir avoir pris connaissance de toutes ces choses-là et l'avoir appliqué comme un mensonge d'une fausse identité, c'était pour but d'embrouiller les deux camps, mais surtout en fait les Égyptiens. Et au final, ça a embrouillé même l'histoire en elle-même. C'est qu'il faut voir la manigance en comprenant ces choses-là par rapport aux descendances. Ah bah les Hittites, ils étaient tout frais, tout flamme, tout feu, tout flamme, tu vois, à vouloir rentrer là-dedans. Donc on prenait exemple sur qui? Sur les Égyptiens. Ah bah rappelle-toi, c'est des gens qui sont arrivés comme des envahisseurs, hein. Ils venaient de l'Est. Hein. Eh ouais. Donc ils ont copié sur la Mésopotamie, sur voilà, tu vois, voilà, tout simplement. Et là, ils étaient aux portes de l'Égypte et ils avaient besoin de connaître l'Égypte, etc. Et ce toutou-là, le doudou, lui, il était dans les affaires, donc des connaissances de l'Égypte et des Hittites. De cette manière, on a un personnage qui se croit puissant et allié avec cette Ankhésélaman, qui elle aussi se croit puissante. On le comprend bien déjà, hein, par rapport à leur volonté et leur désir réclamé dans leur manigance. On le comprend bien. Donc, un seul, à ma connaissance, est capable d'un tel tour de magie, c'est Toutou, c'est Doudou. Voilà. Donc, par exemple, Mursili II, c'est censé être un descendant de Mursili Ier, de la même lignée. Regarde bien ce qu'on dit sur Mursili Ier. Mursili Ier, j'étais un roi des Hittites. Il a été adopté par Hattusilis. Adopté, c'est-à-dire il n'est même pas, tu vois, rallié direct à la famille hittite, mais il a été adopté par Hattusilis Ier et a été son successeur au trône. Il a marché 500 000 sur le fleuve d'Euphrate avec son armée pour détruire la capitale de la Mésopotamie, Babylone. Il n'a jamais eu l'occasion de prendre le contrôle de Babylone parce qu'il a été appelé à la maison. What, hein? Les Hittites. Il a été appelé à la maison et ensuite assassiné par son beau-frère dans une tentative de s'emparer du trône. Ça y est, ça te parle? Voilà, tu comprends que lui, là, ce qui aurait pu être sa descendance, il n'y a pas eu parce que juste après sa manœuvre de destruction de Babylone, on l'a appelé à la maison, boum, son beau-frère l'a tué, boum, son beau-frère veut devenir roi, il prend la place. Et les Hittites reviennent dans un esprit grégaire, tu vois, sournois de domination par leur propre volonté, quoi, d'écraser les autres. Voilà. Donc le Mursili, là, premier, Blackman. C'est asiatique, bien sûr, comme les Égyptiens, tu vois, le fils des Hébreux. Voilà, c'est un fils des Hébreux. Point. Mésopotamie. On continue. Le mensonge, ça y est, il vient de sauter, là, tu vois. Si lui, là, il n'a pas réussi à survivre à une telle traîtrise, tu peux pas dire qu'il a eu un fils qui s'appelle Mursili II à une époque juste après, quoi. Bah non, c'est... Faut pas prendre les gens pour des cons. Oh, fais sûrement pas ça avec moi. Moi, je te le dis. Donc, Suppiluliumas était un roi des Hittites. Il devint roi en 1386. Il amena l'empire à son état le plus puissant. Il a conquis la majeure partie de la Syrie. Après avoir conquis un lieu, il y nomma une administration permanente et il régna sur les lieux de loin. La reine d'Égypte de l'époque lui a envoyé une lettre demandant d'épouser son fils.
Voilà, on revient sur l'histoire. Suppiluliuma a mis trop de temps à répondre. Et lorsque son fils est arrivé, il a été assassiné à son arrivée. Suppiluliuma est mort en 1348. Il est mort de chagrin. Il est mort de chagrin et il a été pris à dépourvu, en traîtrise par son propre clan, ses propres fils, ses enfants. Et je pense pas que c'était un homme qui voulait que on arrive jusque-là. À mon avis, il cherchait l'équilibre, tout simplement. Voilà. Parce qu'il y a une histoire qui relate un fait similaire au niveau de l'impression émotionnelle, c'est l'histoire de David. Dans les Écritures, mais ça on y viendra sûrement plus tard. D'abord pour mettre beaucoup de choses au clair au niveau de l'Égypte, et après on verra ces histoires soi-disant spirituelles, avec des noms, comment je dirais, des surnoms en fait, avec des surnoms liés à des personnages historiques. On verra ça plus tard. Parce que David, il est lui aussi à démystifier d'une certaine manière pour comprendre qui ensuite il y a derrière. Et il est lié à une image angélique. Donc ça va pas être facile à comprendre si on n'a pas tous les détails déjà de comment avancer et interpréter les choses. On continue. Par conséquent, étant au courant de ce fait d'attaque sur l'un des ancêtres de Rem-Eb, on comprend les suspicions qui tournaient autour de lui à l'époque jusqu'à aujourd'hui. Donc, une lettre donc envoyée à Suppiluliuma, mais qui l'a écrite en langue des Hittites. Le seul qui fait la passerelle des messages entre le Hatti et les Hittites et l'Égypte, c'est toujours lui, hein, c'est Toutou et Doudou, quoi. Voilà, le même là, Toutou. Voilà. Faut se rappeler de ça, hein, ce qu'elle a dit. La Onkesenamon, dans sa lettre avec Toutou, là, écrite là. Mon mari est mort, un fils que je n'ai pas, mais pour toi, disent-ils, les fils sont nombreux. Si tu me donnais un fils à toi, il deviendrait mon mari. Jamais je ne choisirais un de mes serviteurs pour se faire mon mari, j'ai peur. Ouais. Donc Toutou, j'écris ta lettre vu que tu connais pas notre langue, la logique. Maintenant sur Internet, ça s'amuse. Hein. Ah, c'est marrant. Ouais. C'est incroyable hein, comment on se moque vite de notre peuple. On est la risée de partout, quoi. Mais pourquoi?